Parfait. Bonsoir à tous et à toutes. On a le plaisir d'accueillir donc pour ce webinaire sur la relation de soins le professeur Cédric Hermans et Nolwenn Tournière, qui je vais les laisser peut-être se présenter directement, et puis ensuite on va dérouler en trois parties au fond ce qui sont les enjeux au fond de la relation de soins aujourd'hui qui évolue de manière importante, tant, j'allais dire, du côté canadien que qu'en Europe, et particulièrement vivace en fait en France actuellement. Et comment les maladies hémorragiques rares au fond et notre communauté s'est emparée du sujet, peut-être un peu plus d'ailleurs en amont que maintenant. Mais comment est-ce qu'elle poursuit et se nourrit au fond des travaux qui sont en cours? Eh ben, on va voir ça ensemble. Donc, je laisse peut-être Nolwenn Tournière se présenter en premier. Nolwenn? Bonjour et merci de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Nolwenn Tournière et je suis patiente partenaire, c'est mon métier. Alors, je ne suis pas atteinte d'une pathologie autour de hémorragique ou choses comme ça, mais j'en ai trois à mon actif aussi, des maladies auto-immunes et maladies chroniques. Et j'accompagne aussi mes enfants sur 3 parcours complexes. Donc, ce qui fait de moi quelqu'un qui a une connaissance du système de santé un petit peu différente finalement des professionnels de santé, mais qui peut aussi mettre des savoirs dans la balance quand on parle de relations de soins et de prise en soin. Donc, dans mon quotidien, effectivement, je travaille en tant que patiente partenaire. J'ai un mi-temps dans une structure régionale d'appui. Donc, c'est des structures qui sont financées par les agences régionales de santé. Donc, la mienne, elle est en Bretagne. Et au quotidien, j'accompagne des professionnels de santé à améliorer leurs pratiques et la qualité dans leurs établissements en intégrant des patients, des usagers du système de santé, des représentants des usagers aussi, dans leurs pratiques, dans leurs projets, dans leurs conseils d'administration. Enfin, j'apprends en fait aux professionnels de santé, je les accompagne à faire avec les personnes concernées par les défis en santé. Merci Voilà. beaucoup pour cette présentation. Cédric Hermans. Bonsoir Thomas, bonsoir Nolwenn. Donc merci pour l'opportunité de me joindre à vous ce soir. Donc moi je suis médecin, je suis basé à Bruxelles en Belgique. Je suis médecin hématologue, donc j'ai un intérêt pour les maladies du sang, mais en particulier les maladies hémorragiques, l'hémophilie certainement, mais les autres maladies hémorragiques. Et c'est vrai que j'ai une grande partie de ma pratique, elle est nourrie par mes interactions avec les patients. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de la médecine sans s'occuper de ses patients, mais j'essaye de dépasser un peu au quotidien cette relation de celui qui prodigue, qui donne du soin et celui qui le reçoit pour un petit peu transcender ça. Et bon, je me nourris de ça et j'avoue que une grande partie de ma pratique est aussi inspirée par les multiples contacts que j'ai avec les interactions de patients en Belgique, en Europe, notamment avec Thomas depuis de nombreuses années, mais également au niveau global avec la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et je crois que les maladies hémorragiques, elles pourraient servir, et j'espère qu'elles le feront, de modèle. C'est vrai que les liens qu'on entretient, nous médecins, avec les patients peuvent être, je crois, extrêmement originaux, extrêmement prometteurs et peuvent inspirer d'autres disciplines. Et on va aborder ça ce soir et j'en suis très, très heureux. Merci Cédric. On a 3 séries de questions alors qu'on voit que Martine s'est jointe à nous et on la remercie infiniment. Bon. Ouais, ça va. Il y a quelques problèmes pour faire venir les différents inscrits, mais Edouard s'y attelle avec force. Et donc, 3 temps en fait qui seront différents et on va passer tout de suite au premier. Voilà, qui était au fond, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de relations de soins entre professionnels de santé et patients de manière générale, à vos yeux, en tant que professionnel et en tant que patient partenaire, Nolwenn. Alors, on a pu décrire cette relation comme étant paternaliste, puis ensuite patient-centrée, et maintenant, elle devrait être partenariale. Et qu'est-ce que ça implique, au fond, comme changement dans la relation de soins? Donc voilà, d'abord peut-être votre vision sur de quoi on parle quand on parle de relation de soins entre professionnels de santé et patients.
Et puis aussi peut-être un enjeu peut-être historique. Peut-être on peut commencer par toi, Cédric. Je ne sais pas si tu avais des slides à nous partager. Ton micro est coupé là à ce moment même, mais j'imagine que dès que tu vas te lancer dans la description. Donc on aura un temps de 30 minutes d'exposé et puis 30 minutes de questions-réponses, tous ensemble, sur lequel on va pouvoir travailler. Voilà, Cédric, on voit tes slides. On voit Voilà. ma dia, là, oui, vous la Oui, voyez complètement. on la voit très Ouais. bien, oui. Ouais. Oui, ça Ah, c'était pour. Bon, c'est quelques dias en anglais, hein, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps de. Mais il y a une première dia que j'ai faite ici qui vous montre quand même que pendant longtemps. attention, pardon Cédric. Attention, Martine, est-ce que tu peux couper ton micro ainsi que Marc? Voilà, merci beaucoup. Pardon. Oui, donc ça, c'est une première dia pour vous montrer que je crois que pendant très longtemps, et c'est un modèle qu'on veut probablement abolir, c'est une relation qui va du médecin vers le patient. Donc ça, c'est ce qui est repris en bleu sur ma dia. Donc quelque chose qui va dans unidirectionnel. Donc le médecin fournit quelque chose à son patient et le patient reçoit. D'après moi, c'est un modèle qui ne tient pas la route, qui à long terme n'est pas un système qui tiendra. Et je prônerais pour le modèle qui est en dessous, qui est c'est le modèle où on a quelqu'un qui a toute l'expertise, enfin qui est censé avoir l'expertise des problèmes de santé, donc qui peut prodiguer des soins. Et en face de nous, on a un patient qui est censé recevoir des soins, des conseils, des recommandations, tout ce qu'on veut. Et puis, comme vous voyez, j'ai mis une croix là qui est bidirectionnelle parce que je crois que cette consultation et les interactions avec le médecin et son patient, ça doit être véritablement une espèce d'interaction permanente qui se nourrit dans le temps. Je ne sais pas si Noël est d'accord avec ce concept parce que, vous savez, moi, la première fois que je rencontre un patient, je ne le connais pas, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Il va me falloir quand même beaucoup de temps pour cerner la personnalité de la personne qui est en face de moi, pas seulement médicale, mais dans toutes ses dimensions humaines. Et ça prend du temps. Et moi, je ne me sens pas capable de recommander un traitement sans intégrer ces multiples dimensions. Et donc, tout ça va se construire dans une dynamique. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, ce n'est pas en une consultation, d'après moi, qu'on peut cerner la complexité d'un patient, loin de là. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette première dia. Alors, je ne sais pas, Nolwenn, peut-être de réagir. Moi, On les ouais. note en même temps. Si, complètement. Pour suivre, en fait, du côté patient, en tout cas, moi, c'est pareil, c'est pas en une consultation que je sais si le médecin que j'ai en face de moi va se créer une relation ou pas, si effectivement les conseils ou alors la thérapie qu'il me propose va me convenir. C'est quelque chose dans le temps. Et souvent, on entend cette histoire de confiance aussi dans la relation de soins. C'était la notion de confiance. Et souvent, on se dit, est-ce que toi, tu as confiance en ton médecin en tant que patient? Et souvent, je m'aperçois dans ce qu'on peut partager entre patients qu'il y a aussi, quand le médecin ne nous fait pas confiance, bizarrement, on n'a pas confiance non plus en le médecin. Donc, tout ça pour dire que quand on part de nos besoins à nous, et qu'on a l'impression que le médecin va être dubitatif par rapport à notre expérience, par rapport à comment on a vécu un effet secondaire d'un médicament, comment on a vécu une expérience et que le médecin doute de notre parole, ça met aussi le doute dans la relation. Ça ne va pas que dans un sens. Donc finalement, il y a cet aspect miroir que moi je pense entre la relation, en tout cas dans une relation de soins, c'est-à-dire que nous, patients, on n'a pas nécessairement confiance parce qu'il y a l'étiquette médecin sur la blouse du médecin que tout va bien se passer. Et comme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas en une consultation non plus que j'arrive à sentir la personne et à me dire et à comprendre toute sa complexité. Donc, on a la même chose en face. Mais souvent, par contre, on questionne moins le patient
que le professionnel de santé. On devrait, en tant que patient, on suppose qu'en tant que patient, on devrait avoir entièrement confiance au professionnel de santé, ce qui n'est pas nécessairement le cas maintenant qu'on parle effectivement de partenariat et non plus d'approche paternaliste. On n'est plus sur ces relations-là. On avance dans le paradigme, si ça vous va Et pour comme ouais, sujet. et pourtant, alors si je puis me permettre, et pourtant, les médecins restent très, au fond, impressionnants pour, la plupart des publics. C'est-à-dire que, votre niveau d'études, impressionnant, le fait souvent à l'hôpital, quoi, des lieux spécialisés avec des gens qui ont des des robes blanches. Voilà, tout ça est très impressionnant. Laisse au fond se penser, c'est ici qu'est le savoir. Et donc, dans la notion pour toi de care recipient, est-ce que ça veut dire, au fond, celui qui reçoit le soin? Mais est-ce que justement dans la relation de soins, c'est pas un peu plus que ça, à tes yeux? Oui, 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 ça on va y revenir évidemment. D'accord, C'est ça. d'accord, Non, le but de cette dia, c'est pour montrer que euh, ce n'est pas unidirectionnel, c'est un échange permanent. d'accord. C'était ça le but de ma diapositive. Et puis, si je peux continuer, donc si on Ah, bien s'intéresse sûr. quand même à l'hémophilie et aux maladies hémorragiques, sans rentrer dans le détail, c'est quand même, on est, bon, le type de relation entre les médecins et les patients évolue, mais on est aussi dans un environnement thérapeutique qui est en véritable révolution, hein. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de nouveaux traitements. Donc ça, c'est quelque chose. Et euh, pour nous, médecins, il faut bien s'en rendre compte que ce n'est pas facile, hein, d'intégrer toutes ces informations médicales, scientifiques, de les percoler, de se faire sa propre évaluation, ça c'est clair. Ça, c'est ce que sur la partie gauche de Madia. Et puis, on vit aussi avec des ambitions qui sont totalement différentes. Il faut savoir que dans le passé, on avait des traitements qui avaient quand même des limites. Aujourd'hui, on a pu pousser un peu ces limites. Donc, on peut être beaucoup plus efficace pour empêcher les saignements. On peut faire en sorte que certains patients n'aient plus aucun saignement. Et alors, un concept qui me tient à cœur, c'est en quelque sorte de faire en sorte que les patients puissent vivre avec leur esprit qui est en quelque sorte libéré de cette contrainte de l'hémophilie et de son traitement et tout ça. Donc ça, c'est quand même, c'est tout à fait nouveau, hein. Et les ambitions sont totalement différentes. Et donc, on peut même espérer, il faut savoir que pendant longtemps, on a eu des ambitions thérapeutiques qui étaient extrêmement limitées parce que les traitements qu'on avait ne nous permettaient pas de véritablement corriger la coagulation. Maintenant, on est dans un environnement avec des options de traitement qui permettent de changer tout ça. Donc, et ça, c'est peut-être un autre aspect qu'on pourra discuter. Donc, nous, en tant que médecins, on a beaucoup d'études en cours, d'innovation thérapeutique. Donc, parfois, on met les ambitions très, très haut. Maintenant, il n'est pas toujours facile de faire en sorte que nos patients partagent les mêmes ambitions. Parfois, j'ai vécu avec certains de mes patients des véritables décalages où, à la limite, je suis plus ambitieux que mes patients pour leur propre traitement. Ça, c'est parfois, on pourra rediscuter de ça. Et si on s'intéresse au traitement rapidement, donc il faut savoir que dans le temps, on avait des concentrés de facteur 8, de facteur 9 qu'on donnait par voie intraveineuse. Et donc, c'était un traitement extrêmement contraignant avec des injections intraveineuses. Et ça, c'est tout à fait différent aujourd'hui. Parce que ce traitement-là monopolisait beaucoup de notre énergie. C'est-à-dire, on discutait beaucoup comment est-ce qu'on va donner le médicament par voie intraveineuse, c'est compliqué, tout ça. Donc, une grande partie de la prise en charge reposait là-dessus. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est tout à fait différent. On a beaucoup plus d'options de traitement. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des nouvelles ambitions, mais on doit également être beaucoup plus à l'écoute des patients parce que tous ces traitements ont leurs particularités tout à fait spécifiques, ont des forces, des limitations et tout ça. Donc, moi, ce qui est de plus en plus important pour moi, c'est d'avoir une discussion ouverte avec mes patients qui comprennent, et ça s'applique à l'hémophilie comme à d'autres maladies. On pourrait dire exactement pour d'autres maladies rares, exactement tenir le même type de discours, c'est que les patients se rendent compte de ces multiples options de traitement dont aucune n'est parfaite. Aucune n'est parfaite, donc chacune a ses forces, ses faiblesses, des avantages, des inconvénients, et donc ça, il est important d'en tenir compte, hein, c'est important tout ça. Et alors, il y a un point aussi,
savez que nous, médicalement, pour nous aider dans notre pratique, notamment en hémophilie, il y a des principes de prise en charge qui ont été faits. Et ça, c'est un document qui a une petite quinzaine d'années maintenant, avec 10 principes européens pour prendre en charge les patients hémophiles. Donc, c'est des choses assez standardisées, mais quand vous regardez ce document de près, et ça, c'est une faiblesse, et je l'ai déjà partagé avec Thomas, c'est que rien n'est dit, donc il n'y a aucun principe qui aide les médecins ou qui est censé gouverner ou apporter un peu de guidance dans la façon dont doit s'opérer la relation médecin-malade. Donc ça, il n'y a rien, il n'y a aucun de ces principes. Donc là, il y a quand même une petite faiblesse. Il y a même de quoi écrire un jour un article là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les nouveaux traitements et les anciens traitements, il y a plein de choses qui évoluent. Je vais peut-être passer ces 2 dias. Et donc, moi, comme je me pose parfois comme question, et puis je ne serai plus très très long, mais quels doivent être les attributs idéaux d'un médecin impliqué dans une maladie rare telle que l'hémophilie en 2023. Ce n'est pas très facile à définir. Moi, je crois tout d'abord que le patient, il a droit à un médecin qui est compétent. Ça, je crois que c'est important parce que le médecin peut être empathique, attentionné, tout ça, c'est très bien. Il peut être à l'écoute, mais je crois que ce que le patient doit surtout, ce à quoi le patient a droit, c'est surtout l'expertise. Donc maintenant, l'expertise ne peut pas étouffer et justifier des attitudes inappropriées, mais je crois que le médecin se doit d'avoir la connaissance, les compétences, parce que c'est avec cela qu'il va pouvoir aider au mieux le patient. Maintenant, on attend aussi un médecin qui s'adapte, un médecin qui aurait une approche un peu holistique, donc qui peut envisager son patient globalement, ça me semble important, qui fait ça en équipe, parce que tout seul, on n'a pas l'expérience, on ne peut pas couvrir la complexité d'une maladie, ça c'est important. Alors, il faut aussi, moi, je m'efforce d'interagir avec d'autres personnes qui sont impliquées dans l'hémophilie ou dans une autre maladie rare, parce que je sais que je pourrais apporter quelque chose individuellement si je suis secondé par des structures beaucoup plus pérennes que moi et beaucoup plus puissantes et qui vont garantir l'accès à des traitements, par exemple. Ça, c'est pas tout seul qu'on parvient à faire ça. Impliqué dans la recherche, ça c'est important de faire la recherche qui met le patient au centre de ses préoccupations, même si on fait de la recherche, parce que la recherche ne doit pas en quelque sorte étouffer son patient, à mon avis. Promouvoir également une approche avec une certaine, souci de pérennité et à travers chaque patient faire de son mieux pour faire connaître cette maladie et soutenir cette maladie, ça me semble important. Et puis on vit quand même dans un monde global, donc moi j'aime bien faire en sorte que tout ce qu'on fait au quotidien, ça puisse avoir un retentissement même en dehors de mon petit hôpital, ça me semble important, et également une grande capacité d'adaptation et d'ouverture aux nouvelles technologies. Et puis il y a une dia ici qui me semble importante, et ça je suis sûr qu'on y reviendra, c'est les divers types de relations médecin-malade qui existent avec, en fait, tout ça est en quelque sorte dicté par le comportement du médecin qui prend le contrôle ou qui ne prend pas le contrôle, et le patient qui prend ou qui ne prend pas le contrôle. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de relations. Des relations paternalistiques où c'est vraiment le médecin qui gouverne tout, ou alors des attitudes où le patient est davantage consommateur, et l'idéal, c'est vraiment une relation mutuelle d'échange. Mais ce n'est pas si facile à faire. Hein. Mais c'est véritablement où patient et médecin sont en échange permanent. Ça, c'est ce qu'on doit promouvoir, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, j'avais fait une dia, c'est un peu ambitieux, ça, comme dia. Ça, c'est ma vision personnelle. Comment est-ce que je définirais un patient idéal et un médecin idéal en 2023? Alors, peut-être qu'on peut la réserver, celle-là, pour la suite, pour la troisième. Pour la troisième, parce que l'un des éléments, pardon, et d'une certaine manière, tu as retracé au fond un peu l'histoire de l'hémophilie très rapidement, sans évoquer sans forcément évoquer d'ailleurs le drame du sang contaminé, mais plutôt évoquant la toute dernière histoire, qui est au fond celle de l'apparition des nouveaux traitements qui
dont la complexité, au fond, oblige d'une certaine manière à ce que les patients soient beaucoup plus en capacité de comprendre. Donc, pour toi, j'allais dire, si je comprends bien, aujourd'hui, il y a quelles seraient au fond les modalités, j'allais dire, s'il y avait un changement, s'il y a un changement qui implique, qui oblige, j'allais dire, au partenariat ou à une collaboration mutuelle, pour prendre un autre terme, entre patients et professionnels de santé dans le domaine de l'hémophilie, c'est particulièrement les innovations thérapeutiques qui ont lieu en ce moment et qui obligent, j'allais dire, à une plus grande explication, compréhension, échange entre patients et professionnels de santé sur ce que ça veut dire que ces changements pour les uns et pour les autres. Oui. Mais donc, ce qui veut dire qu'au fond, le changement serait, au fond, voyons ça comme une opportunité, ce changement d'innovation peut être un moyen de faire passer, au fond, de cette vision très paternalistique à une vision beaucoup plus collaborative et partenariale. Je ne sais pas si, Nolwenn, au regard de ça et des changements, toi, que tu as pu opérer plus globalement, puisque tu n'es pas concerné par une maladie hémorragique rare, personne n'est parfait, est-ce que tu y vois, au fond, des correspondances avec ces mouvements qui ont eu lieu, peut-être qui sont différents dans les autres pathologies? Qu'est-ce qui oblige, au fond, les professionnels de santé? Qu'est-ce qui obligerait aujourd'hui les professionnels de santé, les établissements, au fond, à avoir une vision beaucoup plus partenariale de la relation de soins? Tu as commencé à ébaucher un peu la réponse parce que quelque part, pendant des années, enfin depuis toujours, le patient est assez passif finalement. Hein, il l'a dans son nom. Donc, attendre maintenant du patient qu'il soit acteur de sa santé, c'est le grand mot du moment. Il faut être acteur de sa santé. Il faut prendre. Ça demande un vrai changement d'habitude et du côté du patient, mais aussi au côté du professionnel de santé, au niveau de l'accompagnement justement à devenir acteur de sa santé. Et c'est pas la plupart du temps, quand on discute avec des professionnels de santé et qu'on leur dit mais est-ce que vous avez demandé aux patients ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire et tout ça, les professionnels de santé nous disent non mais le patient il me dit mais c'est vous le docteur ou c'est vous le soignant, vous savez mieux que moi. Donc ça demande aussi à ce que les professionnels de santé aillent chercher ce besoin et aillent questionner vraiment et les habitudes et les choix des patients, mais de manière entière. Et pas seulement juste dans l'intention, vraiment le faire. Donc, c'est vraiment une autre méthode de communication aussi. Et pourquoi aujourd'hui ça arrive? Alors, j'entends dans le monde hémophilie, mais aussi dans toutes les maladies chroniques et auto-immunes, on voit les résultats. Enfin, juste pour revenir sur quelques chiffres, aujourd'hui, il y a un malade chronique sur 2 qui est inobservant ou mal observant au traitement, donc qui ne suit pas les préconisations médicales pour ces traitements et ces suivis. Donc c'est vrai qu'on voit que le système n'est pas efficace. Il y a une consultation sur 2 ou un conseil sur 2, si on devait généraliser, qui ne va pas être suivi par le patient. Donc on peut se demander finalement, la réponse, quand on suit les jeunes internes, ils disent souvent il n'a pas dû comprendre le patient ou il n'a pas bien compris le traitement, mais on voit bien que le problème il n'est pas là ou il n'est pas que là. C'est-à-dire que le traitement ne fait pas sens ou ne convient pas ou ne répond pas aux besoins du patient à qui on vient d'administrer ce traitement. Donc aujourd'hui, si on veut avoir un système efficace, étant donné toutes les pénuries qu'on peut avoir et en professionnels de santé et en médicaments et en structure d'accueil, il faut qu'on pense différemment aussi la relation de soins pour avoir, quand on propose un traitement, d'avoir quelqu'un qui répond et qui sache s'en emparer et qui sache l'utilité du traitement et s'il a envie de suivre ce traitement. Mais tout ça, il faut déjà que ce soit questionné. Donc, on n'est plus simplement, entre guillemets, dans la consommation, effectivement, où on va chez son professionnel de santé, il nous fait une ordonnance, on repart avec l'ordonnance, mais on est effectivement dans le questionnement, est-ce que c'est ce médicament-là qu'il faut? Est-ce que c'est ce traitement-là? Est-ce que c'est ça qui est le mieux pour votre activité, pour votre contexte, pour votre vie en ce moment? Donc, ça demande des échanges et ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Cédric, c'est une autre manière de communiquer avec son patient.
et par-dessus, vous ramenez enfin, en tout cas, moi, je suis concernée par tous les objets connectés aussi, donc qui permettent de mesurer bien différemment maintenant aussi l'état de la maladie et de l'avancée de la maladie, qui permettent aussi aux patients de s'autogérer différemment aussi, d'avoir des données de santé à l'instant T que peut-être les professionnels de santé n'ont pas à l'instant T. Donc aussi d'avoir des actes de soignants au quotidien bien plus proactifs que ce qu'il y avait il y a quelques années quand on n'avait pas ces objets connectés. Donc, ce qui veut dire aussi, là, je fais un petit parallèle avec le modèle de Montréal, donc les Montréalais qui travaillent sur le partenariat depuis 10 ans, là, qui, eux, ne parlent plus de soignants soignés. Ça n'existe plus dans leur vocabulaire. Ils parlent de professionnels de santé et patients. Tout simplement parce qu'ils se disent que finalement, vu tous les actes de soins que réalise un patient au quotidien, entre les décisions de santé qu'il va prendre, entre ses injections qu'il va se faire, les pansements qu'il peut effectuer, et tout ça, bah, finalement, c'est un soignant à part entière. Il fait des actes de soins au quotidien, différents d'une infirmière, différents d'un médecin, différents d'un spécialiste, mais c'est quand même des actes de soins. Donc, ils interrogent vraiment cette dichotomie soignant-soigné, et eux préfèrent parler de professionnels de santé et patients, par exemple, pour montrer que le patient, il fait des soins. Il a vraiment des actes de soins au quotidien. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien au fond tout l'enjeu, et on va laisser aussi un temps de débat, évidemment, très rapidement, mais on voit bien que l'enjeu, c'est que la manière, au fond, d'établir les relations entre patients et professionnels de santé dépend, j'allais dire, de la manière dont, les professionnels, au fond, ouvrent cet espace aussi de débat et de travail. Et c'est vrai que les professionnels de santé ne sont pas toujours formés à cela. Et c'est une vraie question, et parfois c'est un peu le hasard, c'est même souvent le hasard. C'est des gens qui ont plus d'affinité sur ces questions-là et d'autres qui en ont nettement moins. Voilà. Mais que la médecine, c'est sans doute ça, au fond, cette capacité. C'est à la fois l'expertise, la compétence, c'est ce que réclamait, c'est ce que disait haut et fort Cédric tout à l'heure, mais c'est aussi cette capacité, au fond, à ouvrir cet espace de travail en commun. Alors, pour reprendre le deuxième point du débat, au fond, et vous l'avez esquissé, mais moi, il y a presque, au fond, dans ce que vous avez dit, presque une responsabilité, au fond, partagée, qui appartiendra aux professionnels et aux usagers. Mais sauf qu'on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des patients qui sont, c'est vrai, hein, qui sont des bras à la fin, qui vont interroger sans cesse le professionnel. Mais pourquoi vous faites ça? Oui, mais pourquoi vous dites ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire cette courbe? C'est quoi cet examen? Pourquoi vous le faites? Etc. Et puis d'autres qui vont être plutôt passifs. Et quelle responsabilité, justement, vous, en tant que professionnel de santé, ou même toi, Nolwenn, en tant que patient partenaire, au fond, quel cadre, au fond, imaginer pour que cette asymétrie entre patients et professionnels de santé se réduise et pour que le débat ait réellement lieu? Alors peut-être on peut commencer par toi, Nolwenn, sur cette question-là. Effectivement, on ne va pas du jour au lendemain avoir des professionnels de santé en partenariat, mais on ne va pas non plus avoir du jour au lendemain tous les patients qui d'un seul coup vont tout comprendre et tout savoir de leur pathologie et vont s'y intéresser. Déjà, tout le monde n'en a pas envie aussi. Voilà, il y en a qui préfèrent aussi juste comprendre le geste du quotidien qui fait qu'ils vont bien. En fait, si on devait résumer, le but, c'est que chacun qui est atteint d'une pathologie puisse bien vivre dans sa vie avec sa maladie chronique. On n'est pas à bien connaître tous les tenants, les aboutissants de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans le corps, ou toutes les molécules, le nom, les précisions et tout ça. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment le côté professionnel de santé qui doit connaître le nom des molécules, tout ce qui est biologique et toutes les innovations et tout ça. Côté patient, en tout cas, moi, je trouve, personnellement, mon engagement, c'est que chaque patient puisse bien vivre avec sa maladie. Voilà. Donc, à partir de là, c'est qu'est-ce qu'il a besoin dans son quotidien pour bien vivre et bien gérer.
Et ça peut être vraiment des choses minimes parce que c'est quelqu'un qui cognitivement a des défaillances et donc, vous voyez, dans la balance, il va falloir qu'il ait un proche aidant qui va l'aider et tout ça, mais il aura une action minime, mais il aura quand même cette action et qui lui donnera cette sensation d'être acteur. Ou alors, c'est, comme tu disais, Thomas, quelqu'un qui a besoin de connaître la littérature sur le sujet, les nouveautés, toutes les nouveautés techniques, et là où il faudra pouvoir alimenter des personnes comme ça et l'orienter vers des associations, vers des articles scientifiques, vers des programmes ETP, enfin tout ce qu'il y a en connaissance. Mais je ne pense pas qu'il y ait un schéma classique pour tous. Je me dis plus, il faudrait aller questionner le besoin de chacun plutôt que de penser un schéma pour tous. Et cette balance, parce que vous l'avez dit, je me permets juste, Thomas, excuse-moi, tout à l'heure. Non, bien sûr. De justement, c'est comme ça que je l'ai entendu, qu'il y avait un équilibre à trouver dans la relation et que parfois, au début, c'est peut-être plus le professionnel de santé qui pèse dans la balance parce que on découvre une nouvelle facette de la maladie et que lui a plus de connaissances à un moment. Et peut-être qu'à un moment, cette balance s'équilibre parce que justement, le patient vient avec plus de connaissances et d'expérience qu'il a avec sa maladie et que du coup, la relation aussi, à chaque consultation, il faut dans l'absolu, il faut re-questionner justement cette balance. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez acquis comme connaissance depuis la dernière fois. Donc, se dire que ce n'est pas statique. En fait, la relation de soins, elle n'est pas linéaire. Elle est à re-questionner et à réenvisager finalement de façon très chronique. D'accord, oui, la relation est envisagée de manière très chronique, je trouve que la phrase est pas mal. Cédric, justement sur, qu'attendons-nous de la relation de soins, quel engagement réciproque, voire quelle responsabilité je crois que tu avais esquissé tout à l'heure, là, tu t'étais lancé dans une dia. Ouais, je partage. Donc, il faut tenir compte de la très grande diversité de nos patients. Donc, moi, je dis toujours, chaque patient est différent. Il n'y a pas deux patients qui sont identiques. Donc, je ne crois pas qu'on peut mettre en place une stratégie unique de prise en charge. Non, ça n'a pas de sens. Maintenant, je crois que l'ambition, l'aspiration, c'est que les patients puissent être plus impliqués, s'exprimer, qu'on tienne compte de leur aspiration. Maintenant, les aspirations sont très variables. Il y a des patients qui veulent véritablement, qui ont énormément d'attentes. D'autres en ont beaucoup moins, d'autres vont préférer peut-être se soumettre aux recommandations des toubibs, d'autres vont être bien plus impliqués, mais ça, c'est quelque chose qui peut aussi évoluer dans le temps. Il faut non plus, je ne crois pas, condamner les patients à un état d'esprit particulier, parce qu'on se rend compte, moi j'ai des patients comme ça, je pensais que ils étaient fort passifs, et puis je me suis rendu compte avec le temps que oui, ils avaient dû se réfugier en quelque sorte dans une passivité qui était peut-être un peu forcée et contrainte. Et puis avec le temps, ils ont pu émerger de cette... Donc je crois qu'il faut être dans cette dynamique-là. C'est une sorte d'aspiration, une ambition. Et alors, quand on regarde quand même les innovations thérapeutiques, je crois qu'elles nous offrent quand même un formidable environnement qui nous permet de concrétiser ça. Dans l'histoire de l'hémophilie, jusqu'à il y a peu de temps, la seule option, c'est d'avoir des injections intraveineuses régulières, très contraignantes, et il faut reconnaître, tout le monde ne sait pas faire ça. Et donc, il y a des bons élèves et qui le sont un peu moins, mais pour des raisons qui leur sont parfois totalement, c'est pas lié à eux, ils savent pas le faire ou ils ont des difficultés. Et maintenant, avec les nouveaux traitements qu'on a, je crois qu'on peut satisfaire beaucoup plus d'aspirations personnelles, en discuter, les faire évoluer dans le temps. Mais à nouveau, ça c'est... Moi, je ne suis pas dans une position pour imposer un traitement particulier à un patient. Mais l'énorme privilège qu'on a en 2023, c'est d'avoir devant nous un grand éventail d'options thérapeutiques, qu'elles soient déjà disponibles, validées, ou alors dans le cadre d'études, ou qui seront dans nos mains dans quelques années, et on peut discuter de tout cela et essayer alors de façonner pour chaque patient le meilleur traitement et le faire évoluer dans le temps. Et ça, c'est en tenant compte de plein de variables. Mais ça ne peut se faire que dans un climat d'échange, de communication. Alors justement, tu avais esquissé tout à l'heure l'idée d'un patient idéal et d'un professionnel de santé Oui, idéal. oui. Donc Alors, c'est une dia que je peux partager. Elle est un peu... je ne sais pas si on apprécie ce genre de dia. Moi, je me suis permis de... Donc, mais non, mais on peut rêver.
On peut rêver, mais pour moi, un patient, le patient un peu idéal, mais vous verrez que sur la même dia, j'ai mis le médecin idéal. C'est un patient qui est quand même informé, éduqué à propos de sa maladie, qui est proactif, donc une certaine proactivité. Bon, oui, on en a parlé, c'est quand même l'adhérence et la compliance. Donc, si on dit qu'il faut suivre un traitement, ben, il faut le prendre, ce traitement. Sinon, là, c'est une discussion qui devient un peu stérile, hein. Moi, j'aime bien quand même avoir une certaine flexibilité. Euh, on vit dans un monde en perpétuelle mutation, donc avoir un patient qui est prêt à accepter les changements, qui est prêt à dialoguer et qui est coopératif. On sent qu'il y a un échange permanent, il peut être positif, il peut être négatif. Moi, je suis tout à fait ouvert à des critiques. Donc ça, ce serait en quelque sorte des caractéristiques d'un patient un peu idéal en 2023, mais en même temps, le médecin, il a également ses diverses missions à assumer avec succès, donc il doit certainement être à jour, et ça nécessite quand même beaucoup de travail, hein. C'est pas facile en 2023 de suivre de façon rigoureuse toutes les innovations thérapeutiques et de les interpréter et pouvoir après les partager avec son patient de façon rigoureuse, ça c'est clair. Une capacité d'écoute tout en sachant que ça nous prend beaucoup de temps, ça, mais cette écoute est indispensable. Et puis, on doit être capable également d'intégrer tout ce que le patient, ses besoins, mais également ses attentes, qu'elles soient clairement exprimées ou un peu dissimulées, ses priorités, qui sont très variables d'un individu à l'autre. Ça me semble évident. Également, un médecin qui est lui aussi flexible et prêt à changer dans son comportement, ses attitudes, également, qui prône le dialogue, qui est également coopérateur. Ça me semble important, et qui est également un peu créatif et innovatif, hein, innovateur, tout ça. Enfin, c'est quelques attributs, hein. Je ne sais pas s'il y en a probablement d'autres. C'est un Non, mais exercice. c'est l'idéal de Cédric Herman, c'est au fond pourquoi pas. Mais moi, je me posais la question et on passe ensuite aux questions que pourraient éventuellement avoir Martine ou Marc. Malheureusement, les autres participants n'ont pas pu nous rejoindre. Ils ont été perdus définitivement dans les limbes de la sphère Internet. Il y a un certain nombre d'associations en Angleterre, en France, en particulier. On forme des patients, en particulier en éducation thérapeutique, pour aider leurs pairs à apprendre. Et ça se joue en particulier lors de sessions éducatives qui sont co-construites, co-animées entre patients et professionnels de santé, et qui permettent d'avoir des sessions éducatives beaucoup plus proches, au fond, des attentes des personnes, parce qu'au fond, à la fois, les patients ressources, ils ont été formés en éducation thérapeutique et qui sont issus aussi, en l'occurrence là, de milieux associatifs, donc qui ont une vision, j'allais dire, assez collective des besoins de l'ensemble d'une population donnée. Donc, nourris à la fois de leur expérience individuelle et collective, associative, ces patients viennent au fond, viennent au support, j'allais dire, de l'apprentissage de la vie avec la maladie. Et montre bien aussi cet élément au fond, il y a l'expert de la maladie et puis il y a l'expert de la vie avec la maladie. Et au fond, aider les personnes à devenir experts de leur propre pathologie, justement pour mieux communiquer, plus ouvert au dialogue, flexible au changement, etc. Je pense que c'est tous les éléments. Qu'est-ce que Cédric Hermans pense, au fond, de ce type de patient qui viendrait à vos côtés, lors de sessions éducatives pour aider, au fond, les patients à apprendre sur leur pathologie, sur leur vie, sur la vie avec la maladie? Qu'est-ce que ça évoque dans ton schéma, j'allais dire, de patient idéal et de docteur idéal en 2023? Non, je crois que moi, je n'ai pas la chance de pouvoir compter sur ce type de support, de soutien actuellement, mais je peux que l'encourager. Maintenant, attention, ce sont quand même des profils particuliers. Si je peux me permettre, ce sont des personnes qui sont capables de faire ça, donc d'intégrer beaucoup d'informations, qui le font également dans un esprit tout à fait altruiste, généreux, objectif. Objectif. C'est pas une tâche facile, hein. Je peux imaginer
ça ne doit pas être facile. Ce sont des gens qui doivent y investir beaucoup de temps pour quand même capter toutes les informations qui se passent dans un monde en constante mutation, intégrer tout ça, le partager dans un langage compréhensible avec leurs collègues patients également. C'est pas si facile que ça. Ça doit être un investissement considérable. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce type de patient aille diffuser des informations qui sont plus tout à fait à jour et des choses comme ça. Donc, alors, ce type de patient, justement, travaille en collaboration avec les professionnels de santé et interviennent en même temps qu'eux. Voilà. Je sais bien, mais c'est pas, il n'y a pas, enfin, trouver des gens qui ont le dynamisme, la volonté, l'enthousiasme de faire cela, il n'y en a pas énormément, mais on doit les encourager, ça c'est clair. Ça... Alors, je peux te dire, en fait, un des éléments, c'est que chaque année, alors je n'ai pas pour faire la brosse à luire de la FH ou de notre communauté, mais on a 8 à 10 patients par an ressources qui se forment pour travailler aux côtés des soignants. Nolwenn, peut-être un dernier mot, puis on passe aux questions peut-être de Martine et de Marc. Oui, mais justement sur ce patient expert, aidant, père aidant et tout ça, c'est drôle, juste pour checker l'idéal patient que je vois sous les yeux, je ne peux pas m'en empêcher de titiller. Et justement, ce patient expert, si on veut que ça fonctionne, et il prend bien dans les milieux, parce qu'il accompagne ses pairs justement pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de leur santé, qu'ils comprennent mieux leur traitement. Mais absolument pas, ni pour être observant, ni pour être compliant en fait. C'est que le patient finalement puisse faire les choix en toute connaissance de cause. Et c'est bien là le facteur clé de succès du patient expert, c'est qu'il va accompagner son père à comprendre les choix qu'il fait au quotidien, à trouver des ressources justement par rapport à ses difficultés, à mieux comprendre et ses traitements, ses thérapies, sa vie avec la maladie, mais absolument pas pour avoir le même discours que les professionnels de santé ou que les soignants. Ça, ce serait totalement inefficace en fait. Même. Alors, chacun son travail, au fond, d'une chacun certaine son manière. travail, exactement. Donc, finalement, ce patient expert, on le dit pas réellement objectif. Il y a un mot qu'une chercheuse qui s'appelle F. Gardien a sorti, elle l'appelle perjectif. Donc, c'est ni subjectif ni objectif, c'est vraiment le pair-jectif, dans le sens où c'est vraiment cette reconnaissance entre pairs qu'on a ensemble qui fait qu'on accepte aussi voilà, d'être plus ou moins observant, plus ou moins compliant. C'est pas ça. Le but, c'est que chacun comprenne mieux ses enjeux de santé et puisse mieux vivre avec. Et prendre des meilleures décisions. Bah, merci beaucoup. On va, si vous l'acceptez, Cédric et Nolwenn, prendre les questions de Marc ou de Martine. Marc et Martine, ça c'est un joli couple, ça, c'est pas mal. Et d'Edouard d'ailleurs peut-être. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Marc peut-être. Est-ce que ça brûle? Des questions, des interrogations peut-être. Oui, parce que super. moi j'ai la sensation, j'ai l'impression qu'on est en train de décrire un système idéal. Mais dans la réalité d'aujourd'hui, dans les structures hospitalières, par rapport à l'offre de soins, je me demande si cet idéal a sa place, c'est-à-dire que si on lui laisse la place, hein, parce qu'on est loin, me semble-t-il, de favoriser cette relation de soins, hein, ne serait-ce que parce que l'offre de soins aujourd'hui est déjà compliquée, hein, et j'ai le sentiment aussi que on a parlé de notion de temps, il faut beaucoup de temps pour installer cette relation de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a le temps? Je ne suis pas sûr qu'on est plutôt en train de gérer des situations d'urgence plutôt que de prendre le temps à s'appliquer à faire les choses dans cet idéal. J'ai entendu parler aussi de médecine globale, j'aime bien ce terme. Aujourd'hui, on parle de relation de soins avec son hématologue. Je pense que là, on a globalement sans jeu de mots, je pense que la relation s'établit relativement bien. Là, j'ouvre peut-être une porte qui est peut-être un petit peu hors sujet, mais je suis beaucoup plus inquiet sur l'ensemble des professionnels de santé. Voilà, je n'ai pas de souci avec l'hématologue. Par contre, la relation de soins pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique ou d'hémophilie par rapport à d'autres professionnels de santé,
c'est compliqué. Ça me semble vraiment. Ça veut dire à tes yeux, Marc, au fond, qu'on vivrait au fond dans une sphère plutôt protégée. C'est ça ce que ton impression? Je pense qu'aujourd'hui, la relation de soins existe avec son hématologue parce que je pense que, enfin, pour les personnes qui le souhaitent, en tout cas, je pense que le terrain est là, que les équipes médicales, l'hématologie sont là, hein, dans les CRC, etc. Je suis plus dubitatif sur la relation de soins pour une personne atteinte d'une maladie chronique dans les étages d'un CHU en dehors de l'hématologie. D'accord. Très bien. Et je me dis simplement, c'est une interrogation, est-ce qu'on ne doit pas peut-être être moins ambitieux dans cette relation de soins et puis par contre essayer d'avoir quelques résultats, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont passifs ou qui deviennent passifs, qui ne sont pas acteurs de leurs soins parce qu'ils se trouvent devant des murs et que c'est excessivement compliqué pour ces personnes de faire valoir leur position, etc., dans cette offre de soins défaillante qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est le cas, effectivement, de la situation en France et je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, Cédric, mais est véritablement extrêmement tendue. Martine, est-ce que tu avais des questions ou une remarque à faire? Oui, je me retrouve bien dans ce que vient de dire Marc. J'ajouterais à cela que parmi les patients avec lesquels récemment j'ai, je dirais, fait un bout de chemin dans leur parcours de soins, ce qui m'a frappé, c'est leur difficulté. En France, on a beaucoup de patients qui ont à la fois un médecin traitant plutôt généraliste, bien que, hélas, on en est de moins en moins parce que on a beaucoup de déserts médicaux dans cette dimension. Donc, les patients aujourd'hui ont à la fois un médecin généraliste et un hématologue qui est en effet dans un hôpital, dans un CRC, dans une structure hospitalière. Et ma question était, ou ma réflexion par rapport à votre raisonnement à tous les deux, moi, ce que j'ai constaté avec les patients avec lesquels je me suis entretenue, c'est cette difficulté d'aller de l'un à l'autre. À la fois, ce que mettent en évidence les patients, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes informations, ces deux médecins, ou qu'ils ne se les passent pas, ou qu'ils n'ont pas le temps de se les passer, qu'importe la manière dont c'est dit. Mais c'est clair que les patients ont du mal à vivre et à être à l'aise et à aller de l'un à l'autre de ces deux médecins. Et ce qu'ils ajoutent bien souvent, ils gardent un médecin généraliste parce que l'hématologue, il ne le voit pas souvent, il n'est pas facilement accessible, même si ils y sont attachés et qu'ils ne veulent pas essayer d'aller voir dans un autre CRC si ils sont plus faciles d'accès. Et ça, je pense que l'organisation française à ce niveau-là pose question aujourd'hui, je dirais. Je ne sais pas si Nolwenn veut dire quelque chose ou Cédric peut-être sur l'enjeu de la relation de soins, de la relation de soins qui se joue entre médecins généralistes et puis la relation de soins qui se joue avec hématologue et sa différence peut-être. Oui, ce n'est pas toujours une cohabitation très très facile, hein. Ça je suis d'accord, surtout que dans de nombreux systèmes de soins, il y a un réel effacement parfois du médecin généraliste qui n'a pas la maîtrise de tous ces traitements compliqués et qui est un peu frustré. Donc ce n'est pas toujours facile. Maintenant, je peux comprendre aussi le souhait de certains patients de conserver leur médecin traitant simplement parce qu'il est plus accessible. Oui, je crois qu'il faut... Dans l'avenir, c'est important de définir clairement qui fait quoi, mais ça, c'est quelque chose qui doit s'adapter, je crois, à la réalité médicale de chaque région ou
c'est quelque chose de très individuel et je crois que c'est à nouveau quelque chose qui doit faire partie de la discussion. Parce que bon, il y a des patients qui auront un accès plus facile tant avec le rhumatologue qu'avec leur médecin traitant. Ils devront fonctionner de façon un peu différente par rapport à un autre patient dont le champ d'action est un peu plus limité, quoi. Donc ça, je crois que c'est un peu difficile. Ça doit être discuté à nouveau individuellement. Ça ne doit pas faire partie des discussions. Et puis un dernier point aussi, oui, tout ça prend du temps, mais moi, je remarque quand même qu'avec les innovations thérapeutiques, eh bien, étonnamment, mes consultations sont beaucoup plus faciles. Vous savez, quand on devait discuter de l'accès veineux, des injections de facteurs, regarder les carnets de bord et tout ça par rapport à des traitements plus innovants, je parviens à gagner pas mal de temps. Les patients vont mieux et ce temps, je peux les valoriser pour autre chose. Donc, je crois que la façon dont on utilise notre temps en consultation doit être également tout à fait repensée. Je crois que les innovations ne doivent pas être utilisées comme un argument, un alibi pour se dire qu'on verra 6 patients en 1 heure plutôt que 2 ou 3. Non, on doit conserver le même temps par patient, mais se dire que ce temps libéré, on le consacre à avoir une approche beaucoup plus globale de son patient. Et ça, c'est important. Et ça doit également, je crois, faire partie de la stratégie de suivi. Et je crois que les patients doivent revendiquer ça de leur médecin. Dire, bah, ce n'est pas parce que vous avez des choses plus faciles à gérer aujourd'hui. Quoique, et un dernier point, quand on sera confronté à la discussion de l'accès à la thérapie hygiénique et tout ça, ça, c'est une véritable... Là, on va devoir passer quelques heures avec chaque patient. Hein. Décider ensemble. Ben oui, si quelqu'un franchit le pas d'aller vers la thérapie hygiénique, ce n'est pas des choses qui vont s'improviser. Hein, ça. Donc ça c'est sûr. Des discussions. Non, mais et là, je crois que et la thérapie hygiénique, bon, on verra quel sera le succès de la thérapie hygiénique, mais des thérapies à ce point innovantes qui impliquent le patient, parce qu'on lui injecte du matériel génétique, c'est quand même lourd de conséquences. Donc tout ça, je crois que ça va avoir un impact quand même considérable sur la façon dont s'opèrent les relations médecin-patient. Ça, oui. C'est une zone de progrès et c'est aussi pour ça les innovations. Je pense que c'est très bien d'avoir commencé comme ça, Cédric, sur l'enjeu des innovations thérapeutiques et de terminer là-dessus parce que nous, on le voit en tant que mouvement associatif comme étant une réelle opportunité justement de pousser les enjeux de la relation de soins et de pousser justement comment améliorer, faire en sorte que au fond, les capacités, quand on développe et qu'on aide les gens à mieux vivre avec la maladie, comme le disait Nolwenn tout à l'heure, qui est quand même le but ultime, c'est-à-dire au fond que les gens, quelle que soit leur situation, se disent, eh ben, on a pris en compte ma situation, quels que soient mes savoirs, au fond, aujourd'hui, je vis mieux avec. Et c'est je pense que c'est un enjeu qui concerne à la fois les professionnels de santé, mais les mouvements associatifs, en l'occurrence là, et en tout cas les patients partenaires. On laisse peut-être conclure Nolwenn aussi, parce qu'il est déjà 21h34 et on s'était promis de terminer à 21h30. Et Martine, merci d'avoir mis ça aussi au centre de la table parce que pour moi, ça résonne vraiment cet enjeu de coordination en fait entre professionnels de santé. Je suis aussi concernée, une de mes maladies c'est le diabète de type 1, donc c'est pareil, mon médecin généraliste très rapidement m'a dit non mais moi je connais pas grand chose en fait. Hein, voilà, c'est le lâcher prise des professionnels de santé qui avouent aussi que c'est pas leur spécialité et que c'est vraiment tellement spécifique qu'il faut déléguer à des spécialistes certains côtés de la santé de leurs patients. Et en même temps, ça impose aux patients de coordonner ses propres soins et ses différents professionnels de santé, intervenants, spécialistes. Ce qui veut dire qu'il y a tout un enjeu pour les associations aussi, au-delà de l'éducation à la santé et l'éducation sur la pathologie, c'est de l'éducation à la coordination des soins pour justement faire travailler tout ce petit monde. Et c'est pas si simple que ça. Même quand tout le monde est sympa, il n'y a pas de guerre d'ego et tout ça, c'est pas simple de ramener l'information qu'on a eue à un spécialiste à son généraliste pour que lui puisse l'exploiter et voir éventuellement s'il faut mobiliser quelqu'un d'autre autour. Donc c'est vraiment des compétences aussi. On voit bien que c'est pas donné à tout le monde et plus
plus on fait venir après des appareils technologiques là-dedans dans la mélasse, plus ça devient complexe. On voit bien qu'il y a vraiment ce besoin d'accompagnement, d'où effectivement peut-être des patients experts, des pères aidants, des gens qui ont la possibilité de faire cette médiation entre les professionnels de santé et les patients. Mais on voit qu'on devient de plus en plus un truc expertise là et de coordination des soins, c'est un vrai enjeu. Et nous ne sommes pas égaux par rapport à ça entre patients. Il y a des grandes asymétries, des grandes différences. Et c'est là où justement l'enjeu et la conscience qu'on ait les uns les autres de ces enjeux-là, à la fois professionnels et mouvements associatifs, je pense, aidera à ce que tous, on puisse mieux être accompagnés. Alors cet enjeu du patient partenaire, de la relation de soins, il y a eu énormément de littérature maintenant qui concerne ce sujet-là. Pour tous les participants au webinaire, on vous enverra, donc ce webinaire sera enregistré, envoyé sur le site, puis il y aura un certain nombre de documents et de la littérature pour que vous deveniez à votre tour des experts du partenariat patient. Moi, je voulais remercier énormément Cédric Hermans qui a pris de son temps, qu'on sait précieux, et voilà, un grand merci Cédric. Je sais combien ce temps-là est contraint pour toi, donc c'est un immense merci. Voilà, Nolwenn également aussi, tu es très contrainte dans ton travail et merci beaucoup d'avoir engagé ce temps de travail avec nous. Donc merci à vous deux et merci aux participants. On vous aurait aimé tellement plus nombreux, mais les problèmes techniques auxquels on a été confrontés nous a obligés. On s'est retrouvés par un peu de transport. On s'est retrouvés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au port. On fera mieux la prochaine fois. Et merci à Nolwenn et Cédric de nous avoir pardonné à l'avance pour ces problèmes techniques. Voilà. Merci à vous. Beaucoup. Voilà. Merci à vous. Belle soirée. Merci. Bonsoir à tous. Merci Merci beaucoup. Bonsoir.